Salam alaikum, Azul, bonsoir. Il faut vraiment fermer les yeux pour ne pas voir l'effondrement de ce régime-là, sous nos yeux. Un régime qui tombe pierre après pierre, dont les éléments essentiels qui le constituent s'en séparent les uns après les autres, jusqu'à ces Baltagia, jusqu'à ces Doubeb qui se retournent contre lui et qui se font contre lui encore plus virulents et plus violents que ceux qui le combattent. Mais le signe le plus fort de sa chute est dans le ralliement des magistrats à leur peuple, leur montée au front de la lutte contre la junte et leur revendication très forte désormais à un pouvoir judiciaire indépendant et qui n'est plus assujetti au chef de l'armée. Certains, parmi les agents du régime, infiltrés au sein du corps de la magistrature, ont tenté de dévoyer le mouvement pour n'en faire qu'une revendication purement corporatiste, seulement socio-professionnelle. Mais c'était sans compter, ou plutôt c'était compté, sans les magistrats intègres et engagés dans cette révolution populaire, qui ont su donner à leurs protestats le sens historique qui devait être le sien. La justice algérienne, qui fut le bâton armé et l'âme damnée du régime, est sur le point de faire basculer les équilibres, d'apporter à la révolution du 22 février un élan décisif pour le régime qui a joué son va-tout, qui a fait diffuser l'ordre donné par le chef de la junte au ministre de la Justice d'aller jusqu'au bout contre les magistrats réfractaires qu'ils pensaient ramener dans leur giron en leur envoyant les gendarmes, les maltraités, les malmenés. C'est désormais la déroute et bientôt la débâcle, la débandade et l'inéluctable chute. Cela ne fait plus de doute. Les événements vont sans doute se précipiter. D'autres corps de l'État vont très certainement faire scission et rejoindre la révolution. Le peuple algérien aura réussi par son exemplaire pacifisme, par sa haute tenue politique, par sa constance, son unité et sa détermination à tenir tête à un des régimes les plus durs de l'histoire, les plus criminels, les plus subversifs, les plus corrupteurs, à lui tenir tête et à le déstabiliser, et très bientôt, sans aucun doute, à le désintégrer. Ce n'est vraisemblablement plus qu'une question de jours, peut-être même d'heures. La victoire du peuple algérien pointe déjà à l'horizon. L'aube est pour demain. Et au généralissime qui a publiquement menacé les révolutionnaires algériens en demandant à son ministre de la Justice d'aller jusqu'au bout, nous lui répondrons par ces paroles de Georges Moustaki, qui chante un jusqu'au bout, lui aussi, mais un jusqu'au bout qui mène à la lumière et au bonheur. À chacun son jusqu'au boutisme. Les uns à reculons, les autres en marche vers demain.
jusqu'au bout. Hein. Merci mille fois. Non, non, il faut aller jusqu'au bout. Régime algérien, implosion imminente. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Idir Onoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci M. Bensuno pour l'invitation. Je salue tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Merci. Alors, Sofiane Gilali est avec nous au téléphone depuis Alger. Puis nous aurons Aïssa Rahmoun qui va nous rejoindre. Sofiane Gilali qui est président du Gil Jadid. Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Et nous serons rejoints plus tard par mon confrère Chaben Kassi pour une chronique. Alors, Idir Onour, d'abord au sujet de cette formidable volte-face, j'allais dire, des magistrats algériens qui sont carrément en phase insurrectionnelle, eux qui étaient le bras armé de ce régime, qui l'aidait à étouffer toute aspiration à la liberté, sont aujourd'hui en train de crier, de scander indépendance pour la justice, justice indépendante. Ils se sont fait tabasser. Le chef de l'armée a envoyé son ministre de la Justice en lui confirmant à 2 reprises. D'ailleurs, nous allons voir, avant de vous donner la parole, cette déclaration. Il lui dit à 2 fois, il lui dit il faut aller jusqu'au bout. L'autre lui dit 1000 fois merci. Il lui dit non, non, jusqu'au bout. Il lui dit non, ça veut dire c'est pas pour vous que je parle. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait le ministre demain? Il envoie la troupe, il envoie des gendarmes déloger des magistrats qui faisaient un sit-in à l'intérieur de la franchise judiciaire. Hein. Tout à fait. Oui. Alors nous allons voir. Juste avant, oui, c'est pour vous remercier d'avoir passé la chanson de Moustaki qui est très à propos et je vous félicite pour ça. Ah, merci beaucoup. Merci. On est un peu de la même génération, on se rappelle que c'était un peu notre hymne. Pour la liberté, pour la révolution permanente. Oui, ouais. Alors, nous allons regarder monsieur Gaïd Salah qui demande à ce monsieur Zarmati d'aller jusqu'au bout. Merci mille fois. Non, non, il faut aller jusqu'au bout. Merci mille fois. Non, non, il faut aller jusqu'au bout. Il dit non, non, il faut aller jusqu'au bout. C'est pourquoi il lui dit non, non, il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire j'en ai rien à faire de vos remerciements 1000 fois. Disons que ça manque d'élégance, c'est un peu inconvenant. Voilà, pour un chef d'état-major. Et alors il envoie les gendarmes maltraités, frappés, tapés dans le tas, les magistrats et surtout des femmes, juges. Et puis ça c'est la débandade, les juges sortent de leur réserve habituelle, j'allais dire de leur soumission, pour ne pas dire leur servilité. Et là, nous retrouvons des concitoyens fiers, dignes, qui sont en train de se battre. Tout à fait. Moi, je tiens à saluer le corps de la magistrature qui a enfin, je dis bien enfin, pu s'exprimer et surtout clarifier sa position. Les 2 précédents communiqués étaient, on va dire, entre chien et loup. Oui. C'était et là, maintenant, je pense que, quoique sur un des communiqués, il disait nous ne supportons plus l'hégémonie de l'exécutif. Ça restait très politique et très rond. Mais je pense qu'avec le dernier communiqué, oui. Et à un certain moment, ils ont dit aussi qu'ils allaient couvrir les élections, le syndicat des magistrats. Oui, oui. Chose qui lui a été reprochée par les magistrats. Tout à fait. Puis maintenant, c'est le tournant. Ils ne disent plus ça. Nous allons écouter certaines de leurs déclarations et je reviens à vous. Les magistrats, déclaration. إن الذي جرى أمس في وهران فضيحة بجميع المقاييس للأسباب التالية. أولا ينتهك
أو تنتهك حرمة مجلس قضائي ويضرب القضاة داخل حرم المجلس القضائي. هذه الواقعة تشكل في القانون إهانة واعتداء على القضاة بمناسبة وظائفهم يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري الذي سنه المشرع الجزائري. الحاجة الثانية هذا ما صارتش في كوريا الشمالية، ما صارت في حتى بقعة في الكرة الأرضية، صارت في حتى زمان منذ خلق الأرض الله الكون. باش تفهموا باللي فضيحة ومهزلة وكشفة بالدرجة، كشفة وتبهديلة أمام العالم. راهم يضحكوا علينا قسما بالله، ما راني نحشموا بالشيء اللي صار. إذا ما هو الحل؟ الحل هو أن من سخر القوى العمومية، وأقولها ولا أتردد، هو النائب العام لدى مجلس القضاء وهران، نفذ أوامر أسياده، عليهم أن يحاسبوا وأن يتحملوا مسؤوليتهم. احنا ما ساكتين على هذه أبدا، ما خفناش من كان في عمرنا 30 عام، ماشي من راه في عمرنا 66. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، سألني أحد، المطلب وأم المعارك هي استقلال القضاء. اسمح لي زميلي المحترم سي مبروك، المطالب الفئوية مشروعة ومشروعة جدا ونعاني منها جميعا، ولكن المطلب الأساسي الجوهري الذي إذا تحقق يتحقق لنا كل شيء هو استقلال القضاء. ما معنى استقلال القضاء؟ هو قضاء لا يخضع طبقا للدستور إلا للقانون، معناها قضاء يحمي، هذا هو القانون. واللي يسخر العدالة لخدمة مصالحه الآنية سيأتي يوم تضربه العدالة كما ضرب بها غيره. Commentaire. Ben, le commentaire, d'abord, je tiens à saluer encore une fois ces magistrats qui ont qui ont eu beaucoup de courage à s'exprimer, d'autant qu'on sait très bien quel type de justice sévit en Algérie. Je félicite ce magistrat qui a parlé que la seule revendication était l'indépendance de l'Algérie, de la justice, et que toutes les revendications socio-professionnelles sont carrément accessoires. Secondaires. Oui. Secondaires. Oui. Donc, parallèlement à ça, il me semble qu'après, encore une fois, Kherata, Khenchla, le 22 à Alger, et ensuite dans tout, je pense que ça va dater. Cette prise de position des magistrats va dater, d'autant que, on sait très bien, si on prend le cas de M. Bourga, les atteintes aux droits de l'homme, les atteintes au non-droit, finalement, ont prouvé que la justice n'était pas encore indépendante. Quand on entend M. Gued Salah en disant il faut aller jusqu'au bout de quoi, vous l'avez très bien signalé lors de votre édito, il me semble que la révolution du peuple algérien a pris un élan, a pris un tournant, et je pense que le régime ne va pas tarder à, au mieux des cas, négocier, au pire des cas, partir. Dans quelles conditions, on ne le sait pas encore. Mais expliquez-moi quelque chose, Idir Ouneron. Ce régime, à un certain moment, on est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas être aussi stupide, ce n'est pas possible, de couper la branche sur laquelle il est assis lui-même. Parce que finalement, la scission de la magistrature, c'est un peu une sorte de révolution des œillets. Il ne va rien pouvoir faire sans les juges. Il ne peut pas avoir d'élection présidentielle, entre autres. Oui. Mais pas seulement. Parce que jusque-là, il essaie de sauvegarder les apparences. Il ne fait pas tirer sur les gens. Mais il se sert de cette justice pour mettre tout le monde en prison, tous ceux qui le gênent du moins, sous des prétextes et d'autres. Mais là, quand il déclare la guerre et qu'il envoie son ministre de la Justice aller jusqu'au bout, et lequel ministre de la Justice ose envoyer la troupe, parce que les gendarmes, c'est des militaires. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de faire exprès, peut-être, pour amener à une certaine situation? Vous savez, toutes les lectures sont possibles à ce niveau-là. Mais ce que je voudrais dire, ce qui est le plus important pour la révolution algérienne, cette deuxième révolution, parce que nous sommes sur un nouveau socle fondateur. Moi, je souhaiterais que toutes les Algériennes et les Algériens ce vendredi apportent leur soutien aux magistrats. Oui. Et vous ne demandez pas aux magistrats de venir rejoindre le peuple ? Si, je leur demande de venir, je leur demande intellectuellement, politiquement, philosophiquement, de penser à leurs enfants, à leurs familles, à leurs petits-enfants, aux gens de leur quartier. Ils ont un rôle fondamental à jouer, vous l'avez très bien signalé en disant que s'il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas d'élection. Et c'est un levier très important. Ah oui, comment ? Et ce sera...
moi, il me semble que les choses sont en train de se cristalliser, je vous rejoins. Le système ne va pas imploser tout de suite, mais la cristallisation commence. Il y a eu des syndicats autonomes qui ont appelé à des grèves, il y a les étudiants qui ont appelé à des grèves, il y a plein de fédérations qui appellent à des grèves. On va arriver vers une espèce de cristallisation, mais rester toujours dans le domaine pacifique. Et moi, je souhaiterais que ces magistrats... Il y a un directeur au niveau du ministère de la Justice qui a dit que c'est un acte de rébellion. Vous imaginez? Oui. Nous allons passer tout à l'heure. C'est un acte de rébellion. Ouais. Parallèlement à ça, moi je pense que nous sommes à un tournant, et vous l'avez si bien évoqué lors de votre édito. Mais comment peut-il penser j'aimerais savoir si cette déclaration de ce responsable qui a dit que c'était une rébellion, si elle est disponible, nous pourrions l'écouter dans un petit moment. Alors, comment peut-il penser que c'est un acte de rébellion contre des magistrats qui étaient en violation de la Constitution puisqu'ils obéissaient à un général et qui maintenant demandent l'indépendance de la justice? C'est là où ils reviennent, en principe, dans le giron de la loi et de la Constitution. Comment peut-il oser dire le contraire? Vous savez, là, c'est plus un jeu. Je pense que c'est, à la limite, des effets d'annonce. Vous l'avez très bien dit. Est-ce qu'ils sont aussi bêtes que ça? Le souci, c'est celui-là. Indépendamment de ça, c'est qu'on assiste aussi à une décomposition du système de l'ère Bouteflika. Mais parallèlement à ça, nous assistons à une recomposition du système, mais là, autour de M. Gaïd Salah. Comme vous savez que la justice, c'est le pilier d'un État. L'État est là pour dire le droit, uniquement le droit. Et vous voyez tous les mouvements qu'il y a eu au niveau des magistrats bien avant cela, au niveau des présidents de cour. Vous voyez au niveau des directeurs de sûreté de wilaya de la police nationale, au niveau des nominations de chefs d'état-major dans les régions. Tout ce dispositif-là qui est mis en place, posait la question, pourquoi? Avec une instabilité dans le pays, avec un président de l'État qui n'est pas légitime depuis le 9 juillet, c'est évident, avec un gouvernement qui est aphone, qui ne produit rien et qui n'essaye même pas de minimiser la crise économique qui est là. On a eu un État, il faut le dire aussi, c'est des faux monnayeurs, ils nous ont fait une fausse monnaie. Comment les générations à venir ou ceux qui ont la chance d'avoir un travail vont payer ce crédit-là? C'est toutes ces questions-là. Nous allons voir quelques images. Nous allons commencer par celle d'Oran, la brutalisation, les gendarmes qui malmenaient, qui frappaient carrément les magistrats à Oran. Puis nous verrons cette déclaration de ce monsieur qui déclare que c'est une rébellion pure et simple. D'abord, Oran. شوفوا كيف يضربوا في الخوضات، عم يضربوا في الخوضات، يضربوا في الخوضات. اون ديريكت عم يضربوا في الخوضات بالجبن. شوفوا حطوها للشعب. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir Sidi Jamal, bonsoir à votre invité Sidi. Merci beaucoup. Alors voilà donc le chef d'état-major qui qui enjoint au ministre de la Justice d'aller jusqu'au bout, et quand celui-ci lui dit merci 1000 fois, il lui dit non, 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 vous allez jusqu'au bout. Et donc le ministre de la Justice envoie la troupe, il malmène les magistrats, mais cette déclaration, cette indiscrétion, j'allais dire, parce que ça ne devrait pas passer à la télé,
Or, c'est passé à l'ENTV. Et donc, très vraisemblablement, sur ordre de Ahmed Gaït Saleh lui-même, le chef d'état-major. Sinon, les gens de l'ENTV seraient tous licenciés. Et donc, M. Ahmed Gaït Saleh a voulu qu'on sache qu'il restera ferme et qu'il ira jusqu'au bout. Et donc voilà, les magistrats ont été malmenés, maltraités par des gendarmes à Oran, alors qu'Oran, normalement, à la limite, c'est la police qui peut intervenir. D'abord, votre commentaire sur ça. Écoutez, ça serait un commentaire d'inquiétude. C'est devant nous un effritement de l'État. Le titre d'ailleurs de votre émission, l'implosion du pouvoir, est tout à fait significatif. J'avais à plusieurs reprises dans votre émission et ailleurs insisté sur le fait que le jour où le régime Bouteflika tombera, il risquera fort d'entraîner avec lui l'État. Et j'ai bien peur que c'est un petit peu la première phase de l'effritement de l'État. Il y a une implosion du système. Lorsque vous revenez un petit peu en arrière, vous verrez que non seulement il y a une noria d'anciens responsables politiques et économiques qui sont en prison, mais il y a aussi de très nombreux militaires. Il y a quelques dizaines de généraux que plus ou moins les gens connaissent, mais il y a apparemment beaucoup plus d'officiers, de très importants officiers aussi. Et tout cela est significatif d'un très grave malaise à l'intérieur du système. Et aujourd'hui, le fait de s'en prendre ainsi au bras séculier de l'État, c'est-à-dire la justice, il est évident que ça signifie une forme de démembrement de ce qui était jusque-là, ce qui représentait l'État. Donc l'inquiétude est évidemment à son comble, et les jours et les petites semaines qui nous séparent du 12 décembre risquent d'être extrêmement tendus. Et là, je reviens à la signification de ce jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il est évident que l'état-major est décidé d'aller jusqu'au bout de la solution qu'il a préconisée et qu'il veut imposer au pays. Alors, deux remarques, Soufiane Djilali. D'abord, quand vous dites qu'après Bouteflika, il était prévisible que l'État s'effrite, vous pensez vraiment que nous avons affaire à un État, un général qui s'impose chef de tout le monde, monarque absolu, un chef d'État par intérim qui a été reconduit de façon anticonstitutionnelle, des institutions totalement absentes. Où voyez-vous l'État dans ceci? Et puis quand vous dites que la justice est le bras séculier de l'État, moi je pense que la justice ne peut pas être le bras séculier de l'État, mais un pouvoir séparé de l'exécutif. La justice ne peut pas être le bras séculier d'un exécutif par ailleurs illégitime. Écoutez, on a eu cette discussion sur votre plateau, je réitère ma position. Un État peut être de droit ou de non-droit. Nous vivons dans un État de non-droit, mais il y a un État en Algérie, quel que soit le jugement qu'on peut porter sur le fait qu'il ne soit pas démocratique, qu'il soit tyrannique, qu'il soit injuste, peu importe l'adjectif. Mais nous sommes tout de même dans le cadre d'un État, parce qu'un non-État, c'est ce qui se passe en Somalie ou en Libye. Nous ne sommes pas, et j'espère que nous n'arriverons jamais à cette situation-là. Tant qu'il y a une forme d'autorité dans le pays, il y a un État. Ensuite, lorsque je dis un bras séculier de l'État, je ne dis pas qu'il s'agit du bras séculier de l'exécutif. En tout cas, cela ne répond absolument pas aux critères d'un État de droit. Il est évident que dans un État de droit, la justice doit être indépendante de l'exécutif, mais cela ne signifie pas que la justice ne soit pas un bras séculier de l'État, puisque l'État, à ce moment-là, c'est l'État de droit qui organise l'ensemble de la vie politique, institutionnelle et publique dans un pays. Sinon, si on doit démembrer un État et chacun forme un pouvoir absolument isolé les uns des autres, bon, on ne sera plus en présence d'un État classique. À ce moment-là, il faut inventer une autre forme. Au sujet de cette situation quasiment insurrectionnelle des magistrats qui ne s'insurgent pas contre un État, mais contre une mafiocratie qui les jugule, qui les contraint,
qui leur enjoint de rendre des verdicts et pas d'autres, et donc eux sortent aujourd'hui et qui prouvent de façon absolument incroyable qu'ils n'ont pas affaire à un État, mais qu'ils sont pris en otage, et ils demandent justement à ce que l'État soit fondé, à ce qu'un État de droit soit fondé, où ils auront toute leur place, celle d'une justice indépendante. C'est ce qu'ils sont en train de clamer en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, normalement, un État, c'est une justice indépendante, c'est un gouvernement qui gère, c'est un organe légiférant, en général, c'est une assemblée nationale élue, c'est une administration, ce sont les impôts, c'est l'armée, c'est la police, ce sont ceux-là les corps de l'État, c'est le tout qui forme l'État. Mais lorsque vous avez un pouvoir qui est seul, qui est un pouvoir absolu, il contrôle l'ensemble des rouages de l'État, nous tombons dans une tyrannie ou nous tombons dans une dictature. Nous sommes en pleine situation d'état de non-droit. Donc, la justice qui aurait dû être elle-même partie prenante d'un État est devenue aujourd'hui un simple outil. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis le début de la création de l'État algérien, où la justice a toujours été simplement un outil entre les mains des pouvoirs successifs qui doit acquiescer aux desiderata des dirigeants. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir. La justice algérienne a toujours été conditionnée et utilisée, instrumentalisée par tous les pouvoirs. Restez avec nous, M. Ngilel, je reviens à vous dans un moment. Et nous avons Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Alors, Issa Rahmoun, d'abord, je vais vous faire écouter la déclaration du président du syndicat national des magistrats, qui, je crois, a appelé les magistrats il y a quelques jours à couvrir les élections, à être partie prenante de ces élections, qui a été très, très largement désavoué par les magistrats eux-mêmes. Alors, écoutons-le maintenant et écoutons ce qu'il nous dit. الحركة ليست المطلب الأساسي للقضاة، هي القطرة التي أفاضت الكأس. قلنا بأن القضاء لم يكن مستقلا كما يجب منذ الاستقلال إلى اليوم، ونأمل أن تكون هذه المحطة هي نقطة الانطلاق لعدالة مستقلة يطمئن إليها الجميع، متهما أو ضحية، مدعي أو مدعى عليه، شاهدا أو طرف مدني، قاضيا، محاميا، وكاتبا، معاونا، مواطنا عاديا. العدالة هي مصدر الأمن والأمان والاستقرار عندما تكون عدالة، بخلاف ذلك ستنقلب إلى ندالة، ولا نريد أن نكون طرفا في هذه الوضعية. بياننا بالأمس. Pardon, il y a eu erreur. En fait, l'information concernait un haut fonctionnaire du ministère de la Justice qui a déclaré que c'était une rébellion. Pour ce qui est de M. Issa Mabrouk, qui est président du syndicat national des magistrats, et qui avait demandé aux magistrats de couvrir les élections, là, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas lui qui dit que c'est une rébellion, c'est l'inverse. Il fait une très, très large volte-face où il affirme que les revendications socio-professionnelles sont très secondaires et qu'en fait, la véritable revendication concerne l'indépendance de la justice. Et nous allons le réécouter. ويطبل لها هي تكرار لصورة المحنط الذي دمر الجزائر يعاد استنساخها. الوضعية. بياننا بالأمس طالب بتنحية وزير العدل لأنه يمارس مهام الوزير بذهنية النائب العام المتغطرس. أتحمل مسؤوليتي فيما أقول. بذهنية النائب العام المتغطرس. نأمل أن يعي المجتمع حقيقة ما يجري وأن يكف عن سفاسف الأمور. عندما تجد مجتمعا يطبل لمنجل صادئ لا أدري أي عدالة يبحث. عن أي عدالة يبحث؟ عن أي عدالة يبحث؟ العدالة ميزان وسيبقى لأنه يوازن بين الأدلة والبراهين ويحتكم إلى قسطاس الحق والإنصاف.
هذا الشعارات التي ترفع ويطبل لها هي تكرار لصورة المحنط الذي دمر الجزائر يعاد استنساخها. Issa Rahmoun, quel tournant magistral, quel retournement, j'allais dire. Issa Rahmoun, votre avis sur ce qui est en train d'arriver, de se produire? Écoutez, qu'il s'agit d'une rébellion, qu'il s'agit d'une dispute de château, qu'il s'agit d'un groupe de magistrats isolés, mais il y a crise, il faut le dire. Il y a crise dans ce corps. Je suis un peu réconforté et déçu à la fois. Réconforté par les déclarations du président de la Cour suprême, le passage qu'on a écouté au début de notre émission. Il y a des messages qui sont clairs. Il dit ce qui était déjà en vigueur. Il proclame, il déclame ce qui était déjà en vigueur la non-indépendance de la justice, d'une part. Je suis déçu. Pourquoi? Parce que l'actuel ministre de la Justice, il ne faut pas l'oublier que c'était un magistrat, c'était un juge de siège, un juge d'instruction, un parquetier, procureur général de la Cour d'Alger. Vous voyez un peu la déformation de cette école des magistrats, la déformation du régime. Hadek Nkali. C'est lui, en principe, le premier à défendre l'indépendance de la justice. Il se met à quatre pattes. Il se coupe en 16 devant le chef de l'état-major comme un petit lapin, et je pèse très bien mes mots, pour lui dire, oui, d'accord, on va y aller jusqu'au bout. Le lendemain, il envoie des escadrons de la gendarmerie frapper sur ses anciens collègues, taper ses anciens collègues, opprimer ses anciens confrères. Là est la déception. Ce qui est souhaitable et ce qui est attendu par le peuple algérien vis-à-vis des magistrats, il faut qu'ils soient eux-mêmes. Ils ont prêté serment à Douled Chab, surtout pour la nouvelle génération, et j'insiste sur ça. هادو قرينا معاهم كما قلت واحد النهار في البلاطو معكم سي جمال واحد وليد كوردوني واحد وليد ماسون واحد وليد بوليسي. C'est des gens qui vivent avec nous. Ils doivent être avec le peuple. Maintenant qu'ils confirment qu'ils vont participer à l'opération électorale, vous savez, dans un corps qui est dominé depuis sa création, ce corps, ce pouvoir, parce qu'il faut faire la différence. Il faut qu'il enlève cette casquette d'être un fonctionnaire de l'État. C'est un pouvoir. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir. C'est le troisième pouvoir. Il faut qu'ils soient eux-mêmes. Mais la justice, elle est consacrée par la Constitution et les textes législatifs. Issa Rahmoun, jusque-là, ils n'ont jamais exigé leur indépendance. Ils n'ont jamais considéré que le pouvoir judiciaire est un pouvoir à part entière, dissocié, séparés des autres pouvoirs exécutifs et législatifs. Bien au contraire, ils ont tout le temps montré leur servilité, en échange de quoi le régime leur a toujours concédé, j'allais dire, des brisés, une sorte de faveur qui leur permet de se faire corrompre, de se faire arroser sans être inquiétés. Tout le monde le sait en Algérie. Il y a même des juges qui ont des courtiers. Moi, j'en connaissais un, Maître Berhamou, qui est à Tébessa, qui avait un courtier, lequel courtier avait des tarifs, hein, pour vous dire, c'était de notoriété publique. Mais là, pour la première fois, des magistrats nous disent non, 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 on n'est pas en train de parler de revendications socio-professionnelles, on n'en parle pas, c'est secondaire. Nous, on exige l'indépendance de la justice. Et il y a même maintenant des voix qui s'élèvent au sein de ce corps pour dire qu'il n'y aura pas de participation de la justice à ces élections. C'est une véritable révolution. Ça n'est jamais arrivé depuis 1962. Tout à fait, c'est pour cela que je dis que ce n'est pas une rébellion, c'est une révolution, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais le fait de demander quelque chose, c'est qu'elle n'a jamais existé. Quand on revendique un droit, ce droit a été tout le temps bafoué, tout le temps nié par le régime en place.
Maintenant, même s'il s'agit de revendications socio-professionnelles, je dirais que c'est des revendications légitimes. Un ancien magistrat converti. Ah, on a été coupé. On va essayer de rappeler Aïssa Rahmoun, Idir, commentaire. Oui, par rapport d'abord à ce que disait mon ami Sofiane Djilali, c'est vrai que nous étions dans un système et un État, le moins qu'on puisse dire, que c'était autocratique et autoritaire. Il y a eu des glisses. Vous retenez, vous aussi, cette notion d'État? Je dis l'État dans son sens le plus politique, parce que l'État, c'est des institutions, c'est là où s'articulent les institutions. Ça ne veut pas dire simplement des institutions politiques. De fausses institutions. Oui, on est tout à fait d'accord. Des institutions qui n'ont pas fonctionné. Cet État s'articule autour de fausses institutions. Ce n'est pas un État. Si vous voulez. C'est un État de fait, oui, si vous voulez. Je voulais juste dire qu'on était en train de passer d'un État autoritaire autocratique, et ça remonte à très loin, vers un État de non-droit. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis 3 semaines, 1 mois, il faut que nos compatriotes prennent conscience que nous avons pris le chemin de la dictature. Vos images sont éloquentes. Un chef d'état-major qui s'adresse à un ministre régalien de l'État, ministre de la Justice, et qui lui dit qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais de quoi se mêle-t-il ? Et l'autre qui lui dit merci 1000 fois. De quoi se mêle-t-il ? C'est pour ça que je dis, nous sommes dans une espèce nous avançons sur un terrain qui risque d'être dangereux pour tout le monde. Mais ce général, en fait, parce que moi j'aime dire les choses par leur nom. Ce général, en fait, c'est lui le véritable chef de cet État dont vous parlez. Tout à fait. Il n'y a pas un autre, c'est pas Ben Saleh excusez-moi, qui est le chef de l'État. En toute amitié. Oui. On l'a bien appelé le général président. Tout à l'heure, vous avez fait allusion, il fait tout. C'est le roi Soleil. L'État, c'est moi. Et c'est quoi? C'est la dictature. Et donc, si un général, le chef d'état-major, le chef de l'armée et le véritable chef de l'État, ça veut dire que cet État, c'est un État qui n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'État, en fait. Je m'excuse, c'est pas que je sois obstiné, mais je veux vous amener à reconnaître que nous n'avons pas affaire à un État. Du moins, à moins que vous me dites non, c'est un État de pure forme. À la limite, je comprendrai. Non, c'est un État pas de pure forme. Maintenant, on ne va pas jouer sur la notion d'État, à moins que vous, c'est comme vous me dites, dans quel État vous êtes? Ça veut dire un État, ça veut dire c'est quelque chose... non, vous êtes toujours aussi vivace, vous avez plein de vitalité, je vous rassure. Alors, pour revenir à ce dictateur, comme dit, c'est M. François Mitterrand qui a dit un jour, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Et nous y sommes là aujourd'hui. C'est M. Mitterrand. C'est M. Mitterrand. Ce que je veux dire par là, il faut à tout prix que le corps de la magistrature fasse corps avec les révolutionnaires qui battent le pavé tous les vendredis et tous les mardis. Vous pensez que c'est possible que cela pourrait se passer? Vous imaginez des magistrats venir à la place de la Grande Poste, que certains appellent déjà désormais la place de la liberté, pour venir manifester avec moi je pense, ce sera peut-être pas tout le monde, mais je pense qu'il faudra leur donner confiance, il faudra que le peuple les protège, pas physiquement, dise que venez avec nous, nous avons besoin de vous, on y est presque. C'est dans cette fraternisation que ça peut se faire, et je peux même vous dire, et vous me l'avez soufflé tout à l'heure quand on prenait un café, qu'ils viennent avec leur robe noire. Et leur toge. Là, le peuple va les protéger. Plus personne ne pourra les toucher et ils rentreraient dans l'histoire. Tout à fait. Et puis en plus, comme vous l'avez dit, c'est le 3e pilier de l'État. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous laisse reprendre, monsieur Benchou. Nous retrouvons Aïssa Rahmoun, puis nous irons vers Sofiane Djilali pour les libérer tous les deux. Alors, Aïssa Rahmoun, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. Nous avons été coupés. Oui. Tout à fait. Donc, j'allais vous raconter une anecdote. C'est un ancien magistrat durant les années 70, fin 70-80, reconverti en avocat, qui est actuellement en retraite, qui nous racontait qu'il déroule la réunion 42 du Haut Conseil de la magistrature et du syndicat sur les affaires de mutation, de salaire, d'augmentation de salaire, etc. على بالك واش يحكي لنا عمي جمال كان يقول لنا باللي لي ريونيون سو بازي سور فاصون هذاك ميم سي يروح لتندوف ولا ميم سي يروح لتيزي وزو نحينا من الجي يروح لتيزي وزو ولا واحد منطقه واحده اخرى
il va rencontrer le chef تاع la قسمه المحافظ هذاك l'avocat تاع la فلان وجماعه المحشاشات ou ceux qui ont des bars à côté, il va prendre son salaire autrement. Il aura 5 salaires de plus. Donc voilà à peu près le fonctionnement dont étaient soumis les magistrats. Oui, le régime Tarna, il les jette comme ça dans la rue et il leur tolère de faire des affaires, etc., etc. Mais maintenant, il y a une nouvelle génération. Cette nouvelle génération qui était pris de justice, deux, qui veulent être vraiment autonomes et libres et indépendants dans leur agissement, ou la révolution algérienne ولات ورات لهذا القضاة اللي لازم تكون راجل فحلي. Il faut être un homme. On est dans un carrefour où le carrefour باللغة العربية يقولوا مفترق الطرق ولا ملتقى الطرق. Les magistrats, ils ont un rendez-vous dans un carrefour. Soit ils تفرقوا مع الشعب, soit ils vont être avec le peuple. Mais Issa Rahmoun, réellement, vous avez prononcé un terme, ils ont rendez-vous avec l'histoire. Est-ce que ces magistrats se rendent compte que s'ils rejoignent le Hirak, la révolution, de façon claire, sans équivoque, ça veut dire qu'ils sont pour l'indépendance de la justice, ils sont pour la non-couverture des élections. Est-ce qu'ils sont conscients que d'abord, ils vont participer très activement à la chute de ce régime, et ça rentrera dans l'histoire, et qu'ensuite, ils vont arracher l'indépendance de la justice, ils ne vont pas attendre à ce qu'on la leur offre. Est-ce que les magistrats que vous côtoyez, que vous connaissez, sont conscients de cet enjeu? Je vais vous dire une chose, il y a deux corps qui sont importants dans l'actuelle révolution. Il y a le corps des magistrats, il y a aussi les médias. Il faut le dire dans les marches qu'on assume avec les étudiants, avec le peuple le vendredi, et nos marches, les avocats, il faut entendre le peuple crier que les juges ont trahi le peuple et les médias, les journalistes, les chaînes ont trahi le peuple. Ces deux corporations ont rendez-vous avec l'histoire. Effectivement, pour les jeunes magistrats et les jeunes journalistes qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes, qui essayent de faire leur travail en toute âme et conscience, ils ont pris conscience de cet événement, de ce rendez-vous avec l'histoire. Reste un régime qui est le régime des magistrats aussi, parce que dans chaque régime, il y a un sous-régime. Il y a les gérontocrates, il y a les anciens avec leurs pratiques, avec leurs intimidations, qui essaient de maintenir le statu quo. Et à leur niveau, le statu quo probablement arrange une partie de ce corps, parce qu'ils ont goûté, ils ont vécu avec le régime actuel, et ils sont favorisés par le régime, ils doivent continuer leur révolution. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes magistrats, en leur disant que l'avenir nous appartient à nous, la nouvelle génération. Mais pour construire l'avenir, il faut qu'on construise cet avenir sur des bases solides, sur des bases saines. Issa Rahmoun, merci. Merci d'avoir participé avec nous. J'espère que vous reviendrez souvent pour nous tenir au courant, pour nous donner votre avis, pour nous donner ce... D'abord, avant de vous libérer, Issa Rahmoun, d'après vous, comment ça va se passer? D'après vous? Je vous dirais sincèrement, il faut prendre... on encourage les magistrats dans leur rébellion, dans leur révolution, dans leur mouvement. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu à travers les réseaux sociaux qu'il y avait des avocats qui ont assisté, qui ont refusé l'installation de nouveaux magistrats. Ils étaient à côté des juges qui sont dans le mouvement du syndicat. Ce message est très fort de la défense en direction des magistrats. Non seulement le défenseur, nous les avocats, non seulement on est défenseurs par la profession, mais par vocation et par notre soutien aussi au peuple. Les avocats n'ont plus rien à démontrer pour le peuple algérien. Ils doivent comprendre ce message qu'on est l'intermédiaire, on est réellement la médiation entre le peuple et ses magistrats. Ils doivent être au rendez-vous avec l'histoire, ils doivent assumer leur serment.
Aïssa Rahmoun, merci infiniment, au plaisir de vous revoir. Idir, nous avons de vous donner la parole et d'aller vers Soufiane Djilali. Nous allons écouter Monsieur Jadir Abdelhi ou Abdelli. C'est un directeur général au niveau du ministère de la Justice. Écoutez ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on peut qualifier ce qui se passe actuellement sur le terrain de mouvement de grève? Nous ne sommes pas dans le mouvement de grève. La grève obéit à une procédure, il y a un service minimum. Qu'a fait le citoyen, le pauvre, pour ne pas prester, pour ne pas lui assurer un service minimum? Sommes-nous réellement dans une grève? Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas que nous sommes dans un cadre de grève. Nous sommes dans la rébellion, nous sommes dans la désobéissance. C'est dommage que les magistrats qui sont garants de la législation, qui sont les garants du respect des lois de la République, agissent de la sorte. Idil, nous avons que j'aille vers Soufiane Djilali. Vous vouliez dire quelque chose? Non, allez-y pour M. Soufiane Djilali. Soufiane Djilali, donc Jadir Abdelhafid, directeur au niveau du ministère de la Justice, qui considère qu'en l'occurrence, c'est une rébellion, c'est une désobéissance, que ces magistrats sont hors la loi. Ben écoutez, il est évident que cette grève et la façon de faire est un rejet total des décisions de la tutelle. Nous ne sommes pas dans une phase normale où il peut y avoir éventuellement un préavis de grève et respect des procédures. La situation du pays est exceptionnelle, elle peut devenir dramatique. Il faut en être très conscient. Et je suis désolé si je dois revenir sur la notion d'État, c'est Djamaldine. Le Maghrébia et votre émission en particulier sont vus et je pense qu'il y a une obligation pédagogique aussi. Il y a une différence essentielle à faire entre un État et un pouvoir ou un régime politique. Un État, c'est la constitution d'une administration centrale qui gère un pays à travers le temps. L'URSS avait un État, même s'il y avait Staline qui tuait des millions et qu'il déportait des millions de gens en Sibérie. Il y avait le parti unique, il n'y avait pas d'état de droit, mais c'était un État. Et donc ce qui importe de comprendre aujourd'hui, c'est que non seulement en Algérie, le régime politique s'est totalement effondré, que le pouvoir et le système politique cette fois-ci est en voie d'explosion puisque les noyaux durs du système sont aujourd'hui en grave conflit, mais il y a aussi un risque d'atteinte à la structure étatique du pays. Voilà où il faut réellement que les Algériens en prennent conscience. Nous sommes donc dans une phase extrêmement sensible où maintenant des éléments de l'État lui-même se rebellent contre une autre partie de l'État. C'est une évidence. Je n'ai pas à dire c'est bien ou c'est mauvais, c'est un état de fait qui est devant nous. Maintenant que les juges réclament l'indépendance de la justice, bien sûr qu'il faut applaudir. Il faut que dans ce pays, on retrouve les rôles classiques des différentes institutions. Que la justice dise la justice réellement entre les citoyens, entre le citoyen et l'administration, et qu'elle juge avec justice. Justement, on dit bien que c'est le seul ministère qui porte le nom d'une vertu, c'est la justice. Il faut aussi que les élections se déroulent normalement pour avoir des députés qui représentent le peuple et qui vont choisir et faire des lois qui répondent aux normes et qui surtout essayent d'apporter un mieux à la population. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui soit légitime. Nous ne sommes pas dans cette configuration, malheureusement. Nous sommes dans un État qui a été pris en otage par un pouvoir qui, lui, n'est plus légitime, n'a aucune légitimité. En fait, depuis 1962, il n'a pas de légitimité populaire. Et nous sommes dans cette grave crise et il faut en sortir. Donc, aux politiques de chercher les issues, il est peu intéressant de décrire la situation. Pour un politique, ce rôle revient aux analystes, il revient aux journalistes, il revient à des émissions importantes. Il faut faire de la pédagogie, mais nous sommes interpellés directement. Comment trouver une solution?
et non pas simplement s'aligner sur tel ou tel parti en conflit. Alors, Sien Gilali, puisque vous parlez de portée pédagogique censée se trouver dans ce genre d'émission, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le rôle de tous ceux qui y participent, pas seulement du présentateur ou de l'animateur. Sauf que je persiste à dire qu'en l'occurrence, vous l'appelez comme vous voulez, hein, pouvoir ou système, qu'en l'occurrence, nous avons fort heureusement, nous en avons parlé un jour, Sien Gilali, où je vous avais dit, alhamdoulilah, qu'il y a cette administration, ces grands serviteurs de l'État, ces grands commis de l'État, ces fonctionnaires dignes et honorables qui font que quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau, qui font que quand on appuie sur l'interrupteur, il y a de la lumière, qui font que les trains circulent, que les avions décollent, qu'ils atterrissent. Et je serai d'accord avec vous. C'est une administration qui administre le pays. Or, ce qui se présente comme étant un État, qui se présente comme étant des institutions, ce qui se présente comme étant un état-major de l'armée, tout cela, c'est une mafiocratie qui avait main basse sur la notion de l'État et qui s'en sert pour piller ce pays. Plus que cela, qui tuent et qui massacrent, qui font des carnages, de centaines de milliers de gens qui ont tenté de les en empêcher, qui trafiquent systématiquement les élections, qui procèdent de la gabegie systémique, du piston, du favoritisme, qui ont fait main basse sur le Parlement dont ils vont élire les députés via des enchères publiques, aux plus offrants, et des partis politiques qui, pour la plupart, je ne parle pas du vôtre, qui pour la plupart sont désignés pour servir de relais, pour servir de rempart, pour servir d'outils de propagande. Vous savez très bien, Sien Gilali, mais vous avez dit ce que vous pensez, et moi aussi. Avant de vous libérer, vous voudriez peut-être faire un dernier commentaire? Oui, merci bien. Ce que vous dites, je pense qu'on est absolument sur la même longueur d'onde. Combien de fois j'ai dénoncé ce système, et pas depuis le 22 février, vous me l'accorderez. Et donc, je n'ai absolument aucun complexe par rapport à cela. Il est évident que nous sommes face à un pouvoir mafieux qui a pris en otage l'État algérien. Et donc, pour moi, il s'agit de changer de régime politique, de changer de système politique, mais de préserver l'État algérien. Sofyan Gilali, merci infiniment, au plaisir de vous revoir. Alors, Idir Nouren. La déclaration là, du directeur du ministère de la Justice, oui. Moi, elle me parle beaucoup. Il parle de, un, de désobéissance pratiquement civile, et de deux, de rébellion. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. La désobéissance civile... Il le dit avec une assurance. L'une des définitions de la désobéissance civile, c'est que... Il n'a pas parlé de désobéissance civile, il a parlé de désobéissance. Et de rébellion. Comme si c'était une tare de désobéir à un mafieux. Tout à fait, mais il a oublié que c'était quand même un syndicat et qu'il avait le droit d'exprimer son point de vue. Absolument. Donc, dans un cadre démocratique. La désobéissance devient légitime à partir du moment où les citoyens sont confrontés à un système injuste. Oui. C'est la réponse. Absolument. Voilà ce que je voulais dire par rapport Vous avez tout à fait raison. Hein. Et puis, comment peut-on parler de désobéissance, de rébellion, quand des magistrats, ils n'ont pas besoin de déposer un préavis de grève, puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas leur être accordés. Ils ne peuvent pas déposer un préavis de grève à un système mafieux. Ils sont en train de demander l'indépendance de leur institution. Tout à fait. Et on les traite de rebelles et de gens qui désobéissent. Là, on en a parlé plusieurs fois. Nous avons affaire à une problématique de système. Et il y a un système qui s'effondre. Il y en a un autre qui veut être construit par le chef d'état-major et le commandement militaire au profit d'une nouvelle caste. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'effondrement du système de Bouteflika, nous avons un panel de premiers ministres et de ministres. Nous avons des oligarques prévaricateurs. Et maintenant, ces gens-là et les têtes de gondole, après ça, on aura d'autres personnes qui vont arriver, qui vont émerger avec ce nouveau système. C'est pour ça que la rupture, c'est une rupture qui est historique pour nous. Et le peuple doit être patient, il doit être toujours dans son côté pacifique, parce qu'on va y arriver. Et avec ce que vous avez déclaré tout à l'heure
par rapport à tous ces magistrats qui ont rendez-vous avec l'histoire, comme l'a dit Maître Rahmouni, moi je pense qu'on peut y arriver raisonnablement. Alors, nous allons recevoir Adel Jabbar, que nous avons appelé pour une petite intervention. Adel Jabbar, l'événement était trop important pour ne pas vous appeler. Vous, l'ami de cette émission, l'ami d'El Magharibiya, vous qui êtes tellement passionné depuis votre Canada, votre second pays désormais, pour l'Algérie que vous soutenez à bras-le-corps. Alors voilà, pour moi du moins, cette sortie, j'allais dire, insurrection, ce sursaut de dignité de la magistrature algérienne sonne déjà le glas de ce régime et sonne comme un tournant réellement décisif dans les événements. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar? Moi, j'espère que ce sursaut de dignité et d'honneur est réellement vrai. On a tellement été habitués à des rebuffades de toutes les pseudo-institutions que moi, je suis de ceux qui sont vraiment expectatifs et qui restent très vigilants. Parce que sous une dictature, il ne peut pas y avoir de justice. Personne d'entre nous n'ignore qu'en réalité, la magistrature en Algérie n'a été qu'un appareil bureaucratique répressif aux mains des services de renseignement que tout le monde connaît sous l'appellation du DRS. La même mise de ces services-là sur cette institution judiciaire censée être au-dessus de tout pour incarner réellement l'état de droit est une véritable triste réalité qui remonte au début de l'indépendance, confisquée par ce que vous avez vous-même décrit comme étant les bravages des frontières qui dormaient en pyjama et qui portaient des pantoufles pendant 7 ans. Cette colonisation de l'appareil judiciaire se perpétue à nos jours avec l'accord et la grâce, et grâce à la soumission volontaire de quelques toques noirs. Je n'incrimine pas toute la corporation de la magistrature, qui tremble au moindre courant d'air échappé d'un CTRI ou d'une caserne. Donc, moi, je reste parmi ceux qui sont vigilants. Je ne donne pas un chèque à blanc à ces gens-là. Au mois de mars, ils ont fait une apparition sur le perron d'une cour de justice et ils ont proclamé leur foi quant à leur adhésion à la révolution du 22 février. Mais depuis le temps, sentant le vent ou ayant eu l'impression que le vent était en train de changer de direction, ils se sont rebiffés, ils sont rentrés chez eux, ils se sont remis à leur travail de répression, d'emprisonnement, d'incarcération. Ils étaient pratiquement sans aucun état d'âme. Ils se sont alignés sur la dictature. Qui ne se souvient qu'au début de l'indépendance, cette justice-là a exécuté un héros de la Révolution, en l'occurrence le plus jeune colonel de la Révolution, qui a été exécuté sans procès. Puis le verdict a été prononcé par ces chefs militaires, qui continuent encore aujourd'hui à dicter des verdicts. Justement, cette justice a toujours été soumise au régime en échange de bons procédés, j'allais dire. Et le régime a toujours fermé les yeux sur la corruption systémique qui affecte ce corps. Donc, donnant, on fait semblant de ne pas voir que vous êtes des grands corrompus et vous agissez à l'injonction, vous rendez les verdicts qu'on vous demande de rendre. Mais là, il y a un changement jamais observé. C'est à un moment crucial, à quelques semaines de ces élections que le régime tente de faire passer en force et qu'il ne pourra pas faire passer en force si la justice rejoint la révolution. Ce n'est pas la justice qui rejoint la révolution, c'est une partie du corps de la magistrature qui a tourné le dos à la dictature parce qu'il s'est senti pour la première fois de sa vie mahgour. C'est la première fois que ces gens-là ressentent ce qu'est le mépris et la hougra que le peuple algérien subit depuis 1962. Cette justice-là, qui est apparu depuis 1962 et qu'on appelle aujourd'hui le Menjil. Ce Menjil a fait son boomerang pour leur tomber sans aucun état d'âme sur la tête. Les images de l'horrible intervention des gendarmes
qui a violé la sacralité, entre guillemets, de la cour d'Oran, a ému tout le monde, sauf une partie de leur propre corps. Qui a appelé les gendarmes à venir? C'est un procureur général. Ce matin, je voyais des images du procureur général d'Alger qui a installé dans un cynisme absolu la présidente de la Cour d'Alger. Oui, mais généralement, c'est les juges de siège qui sont en opposition. Ce ne sont pas les juges du parquet, c'est les juges de siège. Monsieur Benchino, je vous dis une chose. Quand vous êtes malade et que vous allez dans un hôpital, vous n'allez pas différencier le corps de paramédical de l'interniste, du médecin généraliste. Vous êtes à l'hôpital et l'hôpital est censé vous soigner. Vous n'allez pas vous poser des questions. Ces gens-là sont divisés. Non, je ne suis pas d'accord avec Adel Jabbar, parce que le procureur relève du ministère public. Il n'est pas indépendant. Par contre, le juge de siège, il est censé être indépendant et ne relever de personne que de sa propre institution et de sa propre conscience, et qu'il rende le pouvoir au nom du peuple. C'est toute la différence, justement. Mais malheureusement, le pouvoir n'a jamais été rendu au nom du peuple. On a utilisé le nom du peuple, mais on a rendu les verdicts au nom des généraux, au nom des donneurs d'ordre, au nom des services de sécurité, au nom des appareils et des téléphones. C'est la vérité. Et sinon, vous êtes optimiste, oui, Adel Jabbar, pour la suite des événements? Moi, je suis extrêmement optimiste. La seule possibilité qui fera effondrer et démanteler sa dictature, c'est notre mobilisation. C'est le peuple qui n'a plus besoin de personne. Maintenant, pour être un peu plus ouvert dans ma radicalité vis-à-vis de cette magistrature qui a commis tant d'atrocités contre l'Algérie et les Algériens, je dirais qu'ils n'ont qu'à faire une profession de foi honnête, réelle, vraie, sans rebuffade, et le peuple leur ouvrira les bras. Ils sont les bienvenus. S'ils viennent rejoindre la révolution, c'est un plus pour le peuple et c'est un moins pour la dictature. Ils n'ont qu'à le dire ouvertement. Nous voulons une justice indépendante. Cette proclamation a été faite par les Algériens depuis 57 ans. Les Algériens ont toujours crié haut et fort, nous voulons une justice, une véritable justice qui incarne le véritable état de droit, qui n'est pas soumise aux aléas du temps et au bon vouloir et au désirata de petits chefs dictateurs. Merci Adel Jabbar, au plaisir de vous revoir. Nous venons d'être rejoints par mon jeune confrère Qassi Chaban. Chaban, merci d'être avec nous. Bonsoir Djamaldine, bonsoir à vous Idir. Alors Idir, d'abord une question avant de donner la parole à Chaban. Où sont passés les partis d'opposition? D'abord, est-ce que vous voulez dire autre chose? Oui, je voulais dire autre chose pour saluer d'abord l'intervention de notre ami Adel. Et deuxièmement, c'est que le chef d'état-major et son commandement militaire, non seulement ont dressé des Algériens contre des Algériens, des régions contre des régions, des symboles où le drapeau amazigh, par exemple, c'est pas parce que je suis amazigh que je dis ça, qui est un symbole de fraternisation qui a été complètement socialisé. Qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui? Et pour moi, c'est un fait qu'on n'a pas relevé, c'est qu'il envoie la troupe, qui dépend d'un ministère régalien, attaquer des magistrats qui dépendent d'un ministère régalien. Ça prouve toute la déliquescence de l'État. Et je me rappelle quand on avait nos débats ici, qui étaient chauds et animés, quand on disait, et nous étions d'accord, que la déliquescence de l'État. Et là, ça rejoint aussi le fameux titre de l'émission, le général président. Et ça, c'est inadmissible. Je pense que la réaction doit être maintenant politique, elle doit être mesurée. Et je pense que les magistrats, comme l'a dit Adel, doivent avoir le sens de l'honneur et de la dignité, parce que non seulement c'est un moment historique, mais c'est un moment qui fera date pour l'humanité tout entière, et je pèse mes mots. Et les partis de l'opposition, ou dits de l'opposition, qu'on n'entend plus du tout, qui ne vont même, sauf quelques-uns, très rares, et encore quand ils vont manifester, ils s'arrangent pour être entourés de leurs militants, pour ne pas se faire dire « dégage ». Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces partis d'opposition? Et est-ce qu'ils sont condamnés à mourir de leur belle mort? Je ne sais pas s'ils sont condamnés à mourir de leur belle mort, mais il faut signaler aussi qu'ils n'ont pas profité de cette révolution pour socialiser leur futur, changer de logiciel, se mettre en phase avec les populations. Il y a des initiatives de part et d'autre
on ne peut pas appeler l'initiative de M. Hamrouche une initiative politique de constat, de commentaire. L'initiative des 19 aussi. Mais les partis politiques qui sont réunis dans le cadre du PAD, pour le moment, avancent, je ne sais pas à quel rythme ils avancent, ils ne communiquent pas assez, on n'a pas encore la vision stratégique, on ne sait pas encore sur quelle force sociale vont-ils s'appuyer pour faire avancer, comment vont-ils faire corps avec le Hirak. Ça, c'est des questions d'organique et politique d'une importance capitale. Et pour le moment, ils sont, je pense, dans une espèce d'expectative. Et pour moi, il y en a beaucoup qui ont des logiques d'appareil à l'intérieur, il y a des ambitions. Il y a des égos qui s'affrontent. Des ambitions démesurées, en l'occurrence. Je n'irai pas jusque-là, mais bon, ils sont libres d'avoir les ambitions qu'ils veulent. Oui. Donc voilà. Alors, Chaben, d'abord, nous allons revenir vers cette 37e manifestation des Algériennes de France à la place de la République. Et cette manifestation qui a été tout à fait exceptionnelle. Je vous laisse nous en parler. Exceptionnel, on va revenir ensemble bien évidemment puisque c'est lundi en France, vous le savez, hein, c'est le début de la semaine. En Algérie, ça commence le dimanche, mais tous les dimanches maintenant, depuis 37 dimanches, depuis bientôt 9 mois, c'est aussi un jour particulier où les Algériens se réunissent. On va revenir dans quelques secondes sur cette grande journée de vendredi qui a ébloui le monde entier. Mais quand on sait que vendredi, il y avait 40 à 50 000 personnes selon la préfecture, on sait très bien que la préfecture, hein, les chiffres, c'est un minima. Bien, encore hier, il y avait du monde vraiment place de la République. Ce sont encore des familles, des enfants, des hommes, des individus qui viennent exprimer leur volonté tout simplement de dire les choses et enfin de se libérer. Tout simplement en images, je vous propose de revenir sur quelques moments, quelques instants de cette journée. Alors, je parle au téléspectateur, mais ça va s'afficher à l'écran et dire de revenir donc à l'image sur cette journée. Normalement, France a تسكشمي مانيس. لا فرنسي قد إلي كومبليس. أما الفرنسا أما الأمريكان أما لا روسيا كيني. Nous, del Magharibia, ça fait des années qu'on donne la parole à ce peuple. On a été toujours du côté du peuple et on le restera toujours du côté du peuple. Certes, qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait pour nous dégager du satellite. Les Algériens n'arrivent pas à nous capter en Algérie. Et ça nous fait très très mal. Parce que c'est un engagement de notre part en tant que journaliste, en tant que personne qui respecte les sacrifices de notre peuple pour que ce pays vive librement. Donc, moi, ce que je vous dis, j'apprécie votre présence aujourd'hui. J'apprécie, la chaîne El Magharibia apprécie votre soutien. Ya'tikoum saha, ya'tikoum saha, ya'tikoum saha. Les hommes, ils sont là et on se battra ensemble, tous ensemble, journalistes, peuple, tout le peuple algérien, tout le peuple. Magharibia, Qanat Shab, Magharibia, Qanat Shab, Magharibia, Qanat Shab, Magharibia, Qanat Shab, Magharibia, Qanat Shab. Et côté organisation, évidemment, il faut saluer le travail commun qui a été fait par l'ensemble des organisations présentes à la République. Ce travail, il n'a pas été fait par un parti politique ni une association en particulier, mais c'est un travail qui a été fait par l'ensemble des citoyens algériens. Voilà des images qui restent sans commentaire. Ça veut dire que vraiment la mobilisation, c'est ce que votre invité le disait il y a quelques instants au téléphone, c'est que vraiment cette mobilisation, c'est l'unique recette. C'est vraiment l'espoir. Je persévère, je suis présent, je m'exprime et je fais en sorte que le pays change. Et puis bien évidemment, El Magharibia, Qanat Shab, c'est toujours le même mot. Vous l'avez vécu. Et notre collègue, confrère Nasser Djoudi, qui n'était pas venu pour ça, mais qui a été rapidement alpagué pour venir s'exprimer et qui a dit bien évidemment quelques mots. Il faut souligner encore
encore une fois que les manifestants et les téléspectateurs sont très présents au sein de cette chaîne, notamment à les soutenir. Il faut juste noter que le 12 décembre tombe un jeudi et le 13 décembre tombe un vendredi. Donc deux belles journées qui s'annoncent très animées. Vous le disiez tout à l'heure, on va voir en incrustation avec la réalisation de Mahmoud les images de vendredi dernier. On rappelle vraiment 1er novembre. Du 1er novembre exactement. 1er novembre, donc c'est le début de la guerre d'Algérie. Et je crois que grâce à cette journée, messieurs, ce qui est important, c'est qu'avec ce mouvement unique en France, c'est une des premières manifestations en France, c'est du jamais vu où un peuple a honoré, a rendu hommage, a commémoré une grande date et puis a réussi à réaliser une telle manifestation. Vous savez qu'aujourd'hui, commémorer une armistice ou une autre date, c'est super dur, c'est très difficile à mobiliser et seuls les Algériens l'ont fait avec une exemplarité incroyable. Il y avait 2-3 voitures de police, mais je crois que vous y étiez, monsieur, les téléspectateurs du monde entier l'ont vu. 2-3 voitures de police vraiment pour encadrer un petit peu et c'est tout. Ça s'est vraiment passé encore une fois dans du pacifisme, dans l'écologie. Il y a eu vraiment une vraie leçon d'union, une vraie leçon de partage et c'est vraiment ça. Ce sont ces images qu'on voit. Hein. Voilà, ce sont ces images, quelques images que nous avons pu réaliser avec la chaîne. Alors la seule chose qu'il faut déplorer malheureusement, c'est qu'on vous le montrait vendredi soir, c'est que le gouvernement algérien, la présidence a fêté ça entre elles, on l'a vu dans un salon à se saluer. Elle a le droit, bien évidemment, mais ce que regrettent énormément les manifestants hier, notamment avec beaucoup de regrets, c'est que ce pouvoir, il est toujours absent. Il vit dans un autre monde, dans une 5e planète. Alors c'est très dur à dire, mais c'est la réalité. C'est quand on voit ces millions de gens qui sont sortis en Algérie. Et j'ai vécu Paris, j'en suis encore tout ému. C'est vraiment bien dommage, incompréhensible. Il y a des sentiments de colère, d'incompréhension, de se dire que notre pouvoir n'est pas là. Oui, ce que je voulais dire et rajouter un peu après ton brillant exposé, mon cher Chaban, c'est que la manifestation de vendredi a drainé 50 000 personnes d'après la police, qui ont un système de comptage. Je crois que la police a parlé de 40 000. Environ, oui. Environ. Ils sont à la baisse. Mais comme ils sont généralement dans la sous-estimation volontaire... Oui, tout à fait. Mais c'est juste pour dire quelque chose de supplémentaire. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a fêté le 1er novembre contre l'ordre colonial français chez nous, en France, chez eux. Oui, et ça, il faut le noter. Et que les autorités françaises sont à féliciter pour avoir autorisé ce rassemblement du 1er novembre, qui est une symbolique douloureuse pour les nostalgiques de l'Algérie française, bien évidemment, qui risquait d'être récupérée par l'extrême droite française et les affidés de l'extrême droite française. Moi, je suis intimement convaincu que cette date du 1er novembre, particulièrement à Paris, fera date. En tout cas, vous le faites bien de le souligner, c'est alors on va parler dans quelques instants du deuxième sujet, mais c'est vrai qu'à la fois, depuis le début de ce mouvement, les manifestations et les rassemblements sont autorisés. Oui, mais le problème, comme il parlait de récupération, ce mouvement n'a pas été récupéré du tout, même pas par la presse, même pas par le personnel politique, alors que c'est une marche considérable, unique en son genre, et qui concerne l'Algérie qui est un partenaire privilégié de la France, qui concerne les Algériens de France qui sont une, laissez-moi dire, communauté très importante. Il n'y a rien eu dans la presse? Alors, effectivement, on compte 5 à 8, 6 à 9 millions de franco-algériens, c'est-à-dire qu'on a des Algériens qui sont arrivés, qui se sont installés. On a aussi des jeunes qui sont nés ici sur le droit français, donc ils sont reconnus français, mais on compte de 5 à 8 millions de franco-algériens. Il n'y a pas de statistiques, c'est interdit de faire des statistiques. Voilà, on ne fait pas de statistiques. On ne peut pas savoir au juste. Voilà, exactement. Mais ils savent en tout cas. En tout cas, ils le savent, c'est très présent. On le voit notamment dans le cadre de manifestations sportives, culturelles, etc. Donc ça peut être, c'est intéressant ce que vous dites Jamaldine, parce que ça peut être une réelle clé en tout cas. On arrive aux élections municipales par exemple, vous parlez de récupération politique, c'est le 15 mars prochain et les Algériens sont algériens mais sont français, donc ils vont voter. Donc mais ils ne votent pas, ils ne sont pas organisés en communauté qui a des directives, qui a des leaders. C'est ça le problème, c'est ça le point faible des Algériens de France justement, c'est qu'ils ne votent pas en ordre groupé. Entre autres, en tout cas, ils sont français, ils peuvent participer, ils doivent, en tout cas on les invite à voter, à s'exprimer, blanc, nul ou pour un candidat, mais ça pourrait être le cas, en tout cas au niveau de la classe politique, pas du tout. On va juste faire une parenthèse rapide sur la place des médias sur cet événement-là du 1er novembre. Alors ce que déplorent encore une fois les manifestants, c'est d'avoir un manque de relais. Il faut savoir que la presse française, effectivement, elle ne peut pas ouvrir son JT
tous les soirs avec notamment le Hirak, la révolution algérienne. Mais c'est vrai que quand on voit ce vendredi 1er novembre, où on a eu des dizaines de milliers de personnes entre République et Bastille, on peut résumer peut-être en 2 phrases, c'est que d'après mes recherches et les recherches de la rédaction, on constate une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup d'écrits, de papier, donc papier, presse écrite ou alors de reportages vidéo sur l'Algérie. Je prends TF1, chaîne numéro 1 en Europe. Sur les manifestations en Algérie. En Algérie. Je prends TF1 pour être précis. Reportage, petit reportage classique, très bien fait, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, chez nos confrères, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais samedi 13h, ils n'ont parlé que de l'Algérie. Donc, on se pose une question. Pourquoi, à un moment donné, quand on est journaliste, quand on vit dans un pays de l'autre côté de la Méditerranée, on a des millions de personnes qui sont dans la rue, mais il y a une image à l'identique à Paris. Et c'est vrai que là, il n'y a pas eu de rapprochement, il n'y a pas eu de rapport. Est-ce qu'on peut parler de blackout ? Il y a plusieurs questions qui se posent. On peut parler de blackout, on peut parler aussi, vous savez qu'aussi les médias en France, hein, c'est l'audimat, c'est l'argent. Hein, ça veut dire que c'est un événement qui n'intéresse pas le public, les téléspectateurs, donc c'est pas la peine. Mais qui n'intéresse pas les téléspectateurs, je ne pense pas qu'on puisse dire ça comme ça, mais il faut savoir que quand un journal télévisé est organisé, il y a une conférence de rédaction qui est mise en place en disant quelles sont les grosses actualités et de quoi va-t-on parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qu'on priorise à l'international, au national? Si on gagne une Coupe du Monde, malheureusement, on va ouvrir avec une Coupe du Monde comparée peut-être à une guerre qui puisse se passer. Enfin, voilà, on ne va pas revenir un peu sur l'organisation d'une conférence de rédaction, mais en tout cas, on constate que TF1 samedi matin a décidé de prendre des images d'Alger et non de parler de Paris. En tout cas, absence totale. Excusez-moi. Et le politique, il y a eu un tweet, je crois. Vas-y, allez-y. Ce que je voulais dire pour abonder un peu dans le sens de M. Cassis, c'est de dire que le produit algérien ne se vend pas bien par rapport à l'audimat déjà. Mais moi, je suis intimement convaincu que si ça avait été une révolution relativement violente, on aurait fait la une en disant « Regardez comment ils sont, ces sauvages ». Une montre que sur notre et en plus, moins... la plupart des... Excuse-moi, Chaban, juste pour terminer, abonder dans ton sens, la plupart des images télé qu'on a eues, que ce soit sur France 24 ou sur France 2 ou TF1, c'est vraiment des images et des commentaires très lénifiants, très stérilisants, très cosmétiques, qui n'allaient pas au fond des choses. C'est pour moi un acte de désinformation. Je parle aux journalistes que tu es. C'est intéressant ce que vous dites, car quand on regarde certains reportages, par exemple, certaines personnes peuvent comprendre aujourd'hui que si demain la presse française devait s'intéresser tous les dimanches ou tous les vendredis à cette révolution, à un moment donné, on ne peut pas non plus se contenter de dire « il y a du monde ». Vous voulez un changement, de la liberté, basta. C'est qu'à un moment donné, en termes de ligne éditoriale, de recherche, de rédaction, il faut pousser un peu plus le sujet, vous comprenez? Enfin, vous êtes journaliste, Jamaldine, vous le savez aussi bien que moi, c'est qu'il faut aller voir la position de la France. Si demain, un confrère sur une grande chaîne vient tourner et couvrir Paris vendredi dernier, il y a un moment donné, il faut se poser la question, donc, où est peut-être la classe politique française? On va en parler maintenant, transition toute faite. En tout cas, ce que vous dites est intéressant sur l'audience, mais il ne faut pas oublier aussi que la presse française, internationale, elle est aussi dirigée et conduite par on pense qu'en France, la presse est totalement par des groupes. Il y a 3-4 grands groupes qui possèdent des chaînes de télé. Vous comprenez bien qu'il y a des enjeux financiers et économiques, bien évidemment. Donc on ne peut pas non plus tirer sur n'importe qui, parler de tout et n'importe quoi et donner la place à n'importe quelle actualité. C'est une règle et ça, c'est aussi important. C'est le côté sombre de cette pseudo... liberté de la presse. Mais exactement, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, une presse sans financement, elle a des difficultés. Surtout la presse papier. Hein. Surtout la presse papier. Et d'ailleurs, je vous garantis que même la presse audiovisuelle, moi qui suis passé, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas poser n'importe quelle question et dire non plus ce que vous souhaitez. Ce que je vous propose, donc on va passer à cette deuxième question, vous l'évoquiez il y a quelques instants, Jamaldine, on va écouter donc ce sujet, c'est quelques réactions d'hommes et de femmes politiques concernant l'Algérie et concernant la révolution algérienne. Ce nouvel élan dans nos relations, cette volonté de l'Algérie et de la France d'être solidaires, de se rejoindre pour avancer sur les chemins de l'avenir. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle et même
c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, et il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Sur la situation ensuite en Algérie, vous l'avez dit, je veux ici saluer avant tout la dignité avec laquelle la population, et en particulier la jeunesse algérienne, ont su exprimer leur espoir, leur volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité. Et je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. En décidant la mise en place de cette conférence, en présentant un cadre transparent et en indiquant qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Le seul souhait de la France, compte tenu des liens profonds qui nous rattachent à ce pays, c'est que les Algériens trouvent ensemble les chemins d'une transition démocratique. Nous sommes confiants dans l'esprit de responsabilité, de civisme, de dignité qui prévaut depuis le début des manifestations. Et nous sommes attentifs à ce que cet esprit puisse continuer de s'exprimer pacifiquement dans le respect de la liberté d'expression et de manifestation. La solution, c'est le dialogue démocratique. Ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui demandent la démocratie en Algérie. Nous les soutenons ici au Parlement européen en organisant une audition avec un certain nombre d'acteurs de la révolution actuelle en Algérie qui demandent effectivement que, bien sûr, des élections soient organisées, mais pas sous le modèle actuel, pas sous le régime actuel, pas avec les règles du régime actuel. Il demande qu'il y ait des changements au niveau de la Constitution, qu'il y ait un pluralisme politique, qu'il y ait une liberté d'expression et d'association, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Algérie. Plus de 83 personnes sont arrêtées arbitrairement depuis ces manifestations. Nous plaidons pour que toutes les arrestations politiques, tous les prisonniers politiques soient libérés pour qu'il puisse vraiment y avoir, je dirais, un vrai débat démocratique en Algérie. Nous les soutenons ici au Parlement européen. Voilà, vous l'avez donc entendu là sur les réactions. Je sais que le temps est terminé, mais il y a un tweet qui est passé inaperçu. C'est le tweet du président de la République, Emmanuel Macron, avant de se quitter. On va déborder un peu. Je voudrais vraiment qu'on les lise. Voilà, alors ça, c'est le tweet du 12 mars. La jeunesse algérienne a su exprimer son espoir de changement avec dignité. La décision du président Bouteflika ouvre une nouvelle page pour la démocratie algérienne. Nous serons aux côtés des Algériens dans cette période nouvelle avec amitié et respect. Ça, c'est le 12 mars 2019. Dans une poignée de secondes, vous allez voir donc le prochain tweet qui est passé donc totalement inaperçu, c'était vendredi dernier. Vous allez voir que le président de la République s'exprime un peu de la même manière et souhaite tout simplement voilà. Pour la fête nationale algérienne, j'adresse mes vœux les plus sincères au peuple algérien et rends hommage à son esprit de responsabilité en cette période cruciale pour son avenir. Je souhaite que nos amis algériens relèvent par le dialogue, en toute liberté, les défis futurs. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? C'est que, encore une fois, ce que déplorent beaucoup les manifestants, c'est qu'ils constatent qu'on peut avoir une Madame Maria Arena qui est députée européenne qui, elle, va dénoncer à un moment donné. C'est la seule que j'ai entendue qui a été au fond des choses. Hein. Exactement. Alors il y a Mathilde Panot aussi, un député La France Insoumise, avec Adrien Quatennens qui est aussi député, La France Insoumise. Donc Jean Mélenchon. On en a parlé les tweets à Al-Maghribi. Voilà. J'ai bien dit passer inaperçu. Oui, oui. Quand je dis passer inaperçu, c'est pas spécialement. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'était cette déclaration de Marie Arena. C'est ça, c'est très fort. Alors après, je vous laisse bien évidemment réagir, mais c'est ce que déplorent les manifestants, les Algériens et les Algériennes, de dire OK, pas d'ingérence, mais à un moment donné, si je suis président de la République, si je suis ministre des Affaires étrangères comme Jean-Yves Le Drian que vous avez entendu, on n'a plus le temps, mais il faut savoir que Jean-Yves Le Drian, au mois d'août, le 30 août, il a dit exactement la même chose que vous avez entendu, qu'il a pu exprimer vendredi dernier, où il parle de changement et de chemin d'une transition démocratique. S'il vous plaît. Moi, je voudrais intervenir sur très vite et dire, non, c'est très important. Le président Macron, le président français Macron, dans son tweet, n'a pas évoqué, ne serait-ce que sur une voyelle ou une syllabe,
le pouvoir algérien. Oui, il s'est c'est adressé au exactement peuple algérien. Alors, je déplore, voilà, le seul souhait de la France, c'est que les Algériens trouvent ensemble les chemins d'une transition. Donc, c'est pas celle-là. Il parle de transition. Oui, mais c'est extraordinaire. C'est en effet aux Algériens, à eux seuls, qui revient de décider de leur avenir. C'est ce que nous espérons pour l'Algérie, compte tenu des liens profonds, etc. Il ne s'adresse pas au pouvoir algérien. Oui, mais il n'empêche que le pouvoir français a bloqué le Maghrébia. Non, oui, c'est clair, c'est clair. Non, on restait dans le cadre de. En tout cas, ce qu'il faut, pour résumer un peu ces relations qui sont, on peut pas résumer ça en 10 secondes, c'est très complexe, vous savez très bien, et beaucoup mieux que moi, ces relations très complexes depuis des décennies entre l'Algérie et la France. Mais ce que demandent aujourd'hui, la question que se posent les manifestants, c'est de se dire à un moment donné pourquoi on n'a pas un président français qui s'exprimerait comme il a pu s'exprimer, notamment pour le Chili, pour Maduro, etc. Et ça, c'est une réelle question, car il ne faut pas confondre soutien, être contre ces arrestations, Manu Militari, etc., qu'on peut vivre, et c'est ce qu'a exprimé donc Marie Arena, et puis avec une ingérence. C'est vraiment ce que déplorent les manifestants. Je voulais terminer, alors, 5 secondes. 5 secondes, c'est qu'il n'y a aucune organisation française des droits de l'homme, à part le syndicat de journalistes français, qui ont apporté leur soutien aux embastillés et ceux qui sont accusés de délit d'opinion. Merci Dirou Noren, merci Chaban Kassi, merci Soufiane Gilali, merci Issa Rahmoun, merci Adel Jabbar. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Il ne reste plus de temps pour épiloguer suffisamment, mais je vous dirai 2 mots. Selmiya Khawa.